Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. Suite aux différentes communications signalant sur le marché local la présence de viande avariée, notre rédaction est revenue sur la question de santé alimentaire en rappelant le rôle et les missions de l'AGASA, Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Suivons ce reportage de Marielle Ekom. La sécurité alimentaire est cette situation garantissant à tout moment à la population l'accès à une nourriture suffisante pour assurer une vie saine et active compte tenu des habitudes alimentaires. Par ailleurs, la sécurité des aliments ou sécurité sanitaire des aliments reste la garantie de l'innocuité des produits alimentaires, c'est-à-dire que leur consommation n'aura pas de conséquences néfastes sur la santé. Elle est l'une des composantes de la sécurité alimentaire. Et pour le cas du Gabon, c'est l'AGASA, Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui assure l'évolution et la prévention des risques nutritionnels et sanitaires des aliments. Garante de la sécurité sanitaire et de la santé publique, l'AGASA lutte contre les produits dangereux, soit par leur saisie, par leur destruction, afin d'éviter toute pollution du marché alimentaire. À ce titre, les populations sont appelées à redoubler de vigilance au moment de l'achat des aliments. Les entreprises concernées par la sécurité alimentaire ont une obligation de résultat et devraient mettre en place les méthodes nécessaires pour la garantie jusqu'à la consommation finale. La mise en place les tout prochains jours du smiley sanitaire, qui est une marque distinctive devant les établissements évoluant dans l'agroalimentaire par l'AGASA, reste une initiative louable si et seulement si elle n'est pas faite à la tête du client, comme on a coutume de le voir. Nous devons aller de l'avant ensemble, chacun joue son rôle au niveau du maillon qui est le sien. Nous attendons des consommateurs qui soient de plus en plus vigilants à regarder désormais les smileys. Nous avons 3 types de smileys. Le smiley sanitaire vert qui indique que le magasin satisfait totalement aux conditions d'hygiène requises. Et nous avons le smiley orange qui indique effectivement que les magasins satisfont également aux conditions d'hygiène, mais qu'il y a encore des efforts à poursuivre et cela donne lieu donc à un agrément sanitaire conditionnel. Et ensuite nous avons les smileys blancs qui indiquent tout simplement que le magasin respecte les règles d'hygiène en ce qui concerne l'infrastructure et les matériels en sa possession, en possession de l'exploitant agricole, au sein de son établissement, et qu'il y a un minimum de règles d'hygiène qui sont respectées. Donc voilà les 3 autocollants qui vont désormais exister en République gabonaise et qui devraient attirer au premier chef l'attention des consommateurs. Les ex-employés de la société Iriscom viennent de saisir un cabinet d'avocats suite aux différends qui les opposent aux responsables de cette entité, Euphrem Biogoedzo. Il s'agit d'un conflit individuel du travail qui oppose donc les anciens salariés de la société Iriscom à leurs employeurs. C'est un conflit, je dirais, que l'on rencontre dans notre société tous les jours. Mais ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que vous avez des Gabonais qui ont travaillé pour une entreprise qui a réalisé d'énormes bénéfices. Cette société a mis un terme à leur contrat en ne respectant pas les règles élémentaires, n'est-ce pas, de rupture du contrat tel que prévu par le Code du travail. Alors donc ces derniers, ayant donc constaté ce fait, m'ont saisi pour justement réclamer leurs droits auprès donc de l'employeur Iriscom donc International, cette société que vous connaissez. Alors, à ce jour, ce qui nous semble assez curieux, c'est que finalement l'employeur s'oppose, ou du moins néglige de procéder au règlement, n'est-ce pas, des droits de ces Gabonais. Alors, je signale que ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que l'employeur qui, normalement, agit dans la sphère publique, vient dans le domaine privé, où les règles sont très claires, et qui aujourd'hui incarne quelque chose de très cher au président de la République, ce qu'on appelle le principe, mieux même qu'un principe, une politique qu'on appelle l'égalité des chances. Qu'à ce jour, lorsque l'on représente l'égalité des chances, on doit déjà commencer à l'appliquer soi-même. Or, c'est justement ce que
nous ne constatons pas dans le cadre du règlement de cette affaire, c'est que les Gabonais sont obligés donc de souffrir, de vivre donc dans une précarité sociale, parce que cette institution qui incarne l'égalité des chances ne peut pas l'appliquer à lui-même. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, ils sont venus nous voir pour faire le point des dossiers devant le tribunal. Nous espérons tout simplement que la justice gabonaise nous permettra, n'est-ce pas, d'arriver à cette fameuse égalité des chances. Nous avons écrit, il y a eu des échanges, d'énormes échanges. Nous sommes allés même au niveau de l'inspection du travail avec son conseil, où nous avons essayé donc de parvenir à un règlement à l'amiable. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que pour des salariés qui étaient véritablement des salariés dans l'entreprise, aujourd'hui sont considérés comme ayant agi comme des prestataires de services. Et en règlement de leurs droits, c'est la somme de 300 000 qu'on a remis à chacun d'eux, sans même aller devant l'inspection du travail. Et c'est bien cela que nous dénonçons. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rompre un contrat, il y a une procédure qui est là, qui est fixée par la loi. Donc ça veut dire quoi? Il faut convoquer la personne à un entretien préalable. Donc à la suite de cet entretien préalable, procéder à son licenciement en payant donc ses droits légaux. Et maintenant, si on n'est pas d'accord avec cette procédure, on va donc devant l'inspection du travail. Mais dans le cas d'Iris.com, ça s'est passé donc à la base de la société. On a pris un bout de papier, on a mis des noms, on a réglé à chacun, quitte 150 millions, l'autre, enfin 150 000, je parle même de 150 millions, l'autre 300 000, l'autre 200 000, l'autre 150 000, et ensuite on estime que les droits ont été réglés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on doit rompre un contrat, du moins lorsqu'on doit se séparer des employés, si l'on estime que la société n'est plus à même, n'est-ce pas, d'assurer un fonctionnement régulier en ce qui concerne notamment le paiement des salaires, on saisit l'inspection du travail pour bénéficier de ce qu'on appelle un licenciement pour cause économique. Et c'est l'inspection du travail qui donne une autorisation de procéder au licenciement. Dans le cas d'Iris.com, c'est une société qui vit toujours sur le plan juridique, qui existe, mais qui malheureusement aujourd'hui, les employés se trouvent à la rue, sans droit, sans rien du tout. Et c'est vraiment ce que nous fustigeons. À Port-Gentil, l'exécution des travaux du marché Lipo se poursuit sereinement. Les employés rencontrés sur ce chantier se sont montrés confiants quant à l'achèvement de celui-ci. Estranel Ovonundong. Le centre commercial Hilaire Lipo est en cours de réhabilitation depuis février dernier. L'exécution des travaux se montre en ce début du mois d'avril plutôt avancée, vu que l'entreprise adjudicataire se trouverait actuellement dans sa seconde phase, selon qu'il est défini ici par l'adjoint au chef de chantier. On a commencé par la fondation, le montage des poteaux. Là, on est à la deuxième étape qui concerne le coulage du béton. Et on est en train de montrer d'abord les agglos pour vouloir passer la ferraille dessus et verser du béton. Et après, l'électricien aussi passe. Et une fois finalisé tout ça là, c'est la partie béton maintenant qu'on termine et on fait le montage du finition R+1. Non, pour l'instant, on n'a pas de difficultés puisque tout est bien organisé, tout avance bien dans la sérénité, il n'y a pas d'accident, c'est tranquille. Et c'est comme j'ai dit, tout marche bien, quoi. Depuis son lancement officiel jusqu'à ce jour, le chantier semble ne connaître aucune difficulté majeure. Un fait qui permet alors à l'entrepreneur de songer à la prochaine étape liée notamment à l'exécution des travaux de construction du deuxième bâtiment R+1. On a le deuxième bâtiment qu'on doit monter là, qui est déjà en phase d'implantation. On fait le traçage, après on fait l'implantation. Une fois tout ça terminé, on va faire la sortie de poteau et on colle la première dalle pour vouloir relever le poteau. Le bâtiment il est un peu différent de celle-ci parce que là-bas c'est des grands magasins, ici c'est des petits magasins avec des allées. Et la différence c'est ça. Mais apparemment tout ça jusqu'à là-bas c'est un seul bâtiment. L'usage de certains matériaux de construction étant également indispensable pour la consolidation de ces infrastructures commerciales. Là, d'abord, c'est en maçonnerie, on utilise le fer des 12 et 10 pour les poteaux et le fer des 8 et 6 pour des petits poteaux. Soulignons que c'est près d'une quarantaine de box qui sont à réaliser dans chacun de ces bâtiments R+1. Des bâtiments devant constituer par ailleurs le nouveau centre commercial Hilaire Lipo, tant attendu par les populations du 2e arrondissement en particulier et celles de la commune, voire de la province de l'Ogooué-Maritime en général.
Composé de vitamine C et de fer, le jus de bissap est de plus en plus visible dans les marchés port-gentillais, au grand bonheur des populations qui disent beaucoup de bien de ce jus d'oseille. Un reportage de Karina Woré. Les feuilles d'hibiscus séchées ou bulbes d'oseille, appelées communément bissap, sont présentes sur les étals des marchés port-gentillais. Comme dans beaucoup de villes africaines, le jus de bissap est très prisé à Port-Gentil, surtout par les enfants qui le consomment très frais. Composé de vitamine C et de fer, pour ses propriétés, il est un excellent remède contre l'anémie, expliquent Mélanie et Yasmine, deux commerçantes de cette plante. Donc on fait le jus avec ça, boire, on boit ça parce que bon, c'est bon pour boire parce que ça donne aussi le sang. Quand vous êtes anémie, vous buvez ça, c'est bon, que ça va vous rendre du bien. Et maintenant c'est partout, les gens boivent ça partout, on fait le jus avec ça, les enfants achètent, mais c'est quelque chose qui est très bon. Ça donne beaucoup le sang dans le corps, parce que même le parlu aussi, il peut utiliser ça, ça ne fait rien. Sans ce vous prend, même le lait non sucré, vous pouvez mettre dedans, ça ne fait rien. Ça donne bien le calcium dans le corps. La boisson est réalisée par infusion de préférence, pour la posologie suivante en cas d'anémie. Ceux qui sont ennemis là, donc, on leur dit de boire même 2 verres ou 3 verres par jour. Même 2 ou 3 verres par jour, pour que ça leur renforce maintenant le sang. C'est toujours sucré. On met le sucre, il ne faut pas trop abuser le sucre aussi. Donc c'est bon de boire ça. Même si tu ne veux pas mettre le sucre, même si c'est quelques morceaux de sucre, tu peux mettre dedans pour boire. Ça va vous renforcer pour le sang. Il y a aussi beaucoup de choses, mais moi je n'ai pas ça. En effet, bu chaud, avec peu de sucre ou pas, le jus de bissap peut traiter l'hypertension légère, réduire le taux de cholestérol, soulager les inflammations des voies respiratoires et les maux gastriques. Source d'énergie, c'est un excellent breuvage pour les convalescents. Le bissap est également utilisé en cosmétique pour les soins capillaires. Délicieux et bienfaisant, voilà des raisons de boire le jus de bissap autant que faire se peut. Ce journal se poursuit avec cette bonne nouvelle. L'entrepreneuriat féminin est désormais l'une des priorités des autorités compétentes et ONG qui ne ménagent aucun effort pour sortir la femme de la dépendance financière à travers l'organisation des séminaires de formation et ateliers. Le reportage de Inès Gungamombo. Soucieuses de voir les femmes sortir de la dépendance financière et de l'oisiveté, les autorités compétentes avaient procédé un an en arrière à la remise des récépissés provisoires en vue de la création des activités génératrices de revenus. C'est fort de cela que l'ONG Cris de Femmes s'est lancée dans l'entrepreneuriat féminin par l'organisation des séminaires de formation destinés aux femmes inactives. Et nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait la culture entrepreneuriale, savoir déjà pourquoi on doit entreprendre. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que... Aujourd'hui, cette ONG entend œuvrer davantage pour le développement de notre pays, une volonté qui passe nécessairement par le soutien des pouvoirs publics. Comptons beaucoup sur le gouvernement gabonais qui devra maintenant suivre et conduire ces entrepreneurs-là pour pouvoir mettre en place de manière concrète leurs entreprises. Parce que nous n'allons pas nous limiter aux petites entreprises, mais ouvrir de grandes entreprises qui pourront demain ou après-demain contribuer au développement économique de notre pays. L'ONG Cris de Femmes, à travers ses initiatives, voudrait servir de courroie de transmission entre la population et les dirigeants pour la mise en application de cette nouvelle dynamique. À l'occasion de la célébration le 21 mars de chaque année de la Journée internationale des forêts, le ministère de l'économie forestière a ouvert ses portes au public pour l'organisation d'une conférence-débat sur le thème forêt et énergie. Le ministère de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargé de la protection et de la gestion des écosystèmes, a organisé une journée porte ouverte dans le cadre de la célébration le 21 mars dernier de la Journée internationale des forêts. Cette journée porte ouverte a été ponctuée par une conférence-débat pour souligner le lien étroit entre le bois et l'énergie. À cet effet, l'Organisation des Nations Unies a choisi le thème de la Journée internationale des forêts pour cette année, à savoir forêt et énergie. C'est une occasion de rappeler
que le bois est une source d'énergie renouvelable majeure pour la planète. Selon la FAO, le bois fournit au monde entier environ 40% de l'approvisionnement global actuel en énergie renouvelable. Près de 50% de la production mondiale du bois, près de 2 milliards de mètres cubes, est utilisée comme énergie pour la cuisson, le chauffage et la production d'électricité. Cette journée a été également marquée par une visite des stands où les différents biens et services issus de la transformation et de l'utilisation du bois ont été présentés. Rien à voir avec ce qui précède. Le Front uni de l'opposition soutenant Jean Ping était du côté de la commune de Medoune. C'était à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition d'André Mbaobam. Le récit de Frembio Goenzo. Moment de recueillement pour les acteurs politiques, du moins ceux inscrits dans l'opposition gabonaise, à la mémoire d'André Mbaobam, disparu le 12 avril 2015. Ils étaient nombreux ce jour à lui rendre un vibrant hommage, 2 ans jour pour jour après sa disparition. Était présent dans la commune de Medoune, aux côtés de Jean Ping, acteur politique et membre de la société civile gabonaise. Le premier cité y déposera une gerbe de fleurs en souvenir d'un homme qui a caractérisé l'histoire politique du Gabon de ces toutes dernières années. Nous savons que la lutte que nous continuons, c'est celle que tu as entamée. Et donc tu ne peux pas nous abandonner. Tu seras avec nous le 15 avril prochain. Je te remercie. Et je prie le ciel que tout se passe comme tu le souhaites, comme tu l'as toujours souhaité. Merci André. Merci. 2 ans se sont succédés après le départ vers l'au-delà d'André Mbaobam. Ses compagnons de lutte se disent beaucoup plus déterminés, non seulement à poursuivre l'œuvre laissée par ce dernier, mais à faire instaurer une véritable démocratie participative au sein de la classe politique nationale, laquelle passe par le respect du droit du vote et des résultats qui en découlent. Vous le savez, la tenue du dialogue politique dans notre pays s'accompagne de beaucoup d'encre et de salive auprès des populations, notamment les hommes d'église, parmi lesquels le pasteur responsable du centre de réveil des champions, qui donne ici son avis sur la question. Un reportage de Francis Aubin. Ceux qui y vont, écoutez, tant mieux pour eux. Les pasteurs qui ont décidé d'aller à cette messe, à ce rendez-vous, encore une fois, tant mieux pour eux, mais pour nous, nous ne nous attendons pas à grand-chose parce que nous savons déjà que depuis plusieurs années, il y a eu différentes rencontres, différents dialogues, conférences nationales et ça a toujours accouché de souris. Donc, pour nous, nous ne nous attendons pas à grand-chose. Et c'est encore dommage parce que après ce qui s'est passé le 31 août, nous nous attendions à ce que la classe ecclésiastique du Gabon puisse véritablement donner une opinion, non pas comme pour caresser dans le sens du poil, mais plutôt de dire la vérité. Parce que la vérité, l'équité et la justice sont là le socle, permettez-moi de dire, de l'Église. Donc s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas d'équité et de justice, et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. La cour d'assises d'Abidjan a condamné jeudi à de lourdes peines allant de 6 à 20 ans de prison les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel, dont le général Bruno Dogbo-Blé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne. Presse internationale. Des peines sévères, mais bien moins lourdes que celles requises par le parquet. 18 ans de prison pour le général Bruno Dogbo-Blé, ancien chef de la garde républicaine et homme clé du régime de Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale de 2010-2011. 20 ans de réclusion pour le commissaire Ozelogué, accusé d'avoir achevé l'un des 2 Français enlevés. Un verdict dénoncé par la défense. On ne sait toujours pas qui a tué qui. Pour nous, c'est un échec de la justice ivoirienne. Il y a eu des condamnations pour faire plaisir à certaines personnes, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui a effectivement tué ces 4 personnes? On ne le sait pas. C'est un véritable échec. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale et des manifestations anti-françaises qui secouent Abidjan, un commando fait irruption à l'hôtel Novotel et s'empare de 4 personnes, dont 2 Français.
Le directeur de l'hôtel Stéphane Franz Dirippel, ainsi qu'Yves Lamblin, directeur du plus grand groupe agro-industriel du pays. 6 ans après les faits, le verdict est un soulagement pour les familles, même si certaines zones d'ombre demeurent. On ne saura jamais pourquoi ils ont été torturés, pourquoi ils ont été tués, où ils ont été jetés, les cadavres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des responsables. Et ce qu'on sait, c'est que la justice est passée. Et la justice a cette vertu de pouvoir à ce moment-là apaiser les douleurs. D'après les éléments de l'enquête, les 4 hommes ont été conduits au palais présidentiel pour y être torturés et sauvagement battus. Le corps d'Yves Lamblin est le seul à avoir été formellement identifié. Face au mutisme des accusés, la mort des 3 autres victimes n'a pu être établie que sur la base de témoignages et d'indices. En lançant des frappes aériennes en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi, Donald Trump a opéré un virage à 180 degrés par rapport aux positions qui étaient les siennes durant la campagne électorale vis-à-vis de Bachar al-Assad. Presse internationale. C'est une bombe américaine comme celle-ci, de plus de 10 tonnes, qui a frappé des infrastructures stratégiques des djihadistes en Afghanistan. Une arme de guerre non nucléaire hyper puissante, considérée comme la mère de toutes les bombes. Et très vite, depuis Washington, le porte-parole de la Maison-Blanche s'est lancé dans une opération de transparence. Vers 19h, heure locale, dans la nuit de mercredi à jeudi, les États-Unis ont utilisé l'arme GBU-43 en Afghanistan. La GBU-43 est une bombe de grande puissance et de précision. Nous avons visé un système de tunnels et des cavernes dans lesquelles les combattants de l'EI ont pris l'habitude de se déplacer plus facilement afin de viser des conseillers militaires américains et des forces afghanes. Ce bombardement intervient alors qu'un soldat américain a trouvé la mort samedi dernier au cours d'une opération contre l'EI. Et ces derniers mois, la tension était montée d'un cran avec une série d'attentats revendiqués par le groupe terroriste qui a recruté des talibans afghans et pakistanais. Cette frappe a visé la province de Nangarhar à la frontière avec le Pakistan. Sur le lieu de l'impact, des incendies se sont déclarés. Pour l'heure, difficile de connaître l'étendue des dégâts pour les djihadistes. Depuis l'été dernier, les forces américaines ont procédé à une série de bombardements sur leurs bastions. La présence djihadiste a reculé dans le pays. Les combattants seraient aujourd'hui jusqu'à 800 contre 3000 il y a un an selon l'OTAN. La page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon où Nicole Christiane Assélé, ministre des Sports et de la Jeunesse, a évoqué au cours d'une interview accordée à notre rédaction l'arrivée du tout nouveau sélectionneur version handball et de la construction du nouveau palais des sports. Euphrem Biogoezo. Lors de la CAN de football, il faut prendre à l'avance le temps aux sélectionneurs de connaître les Gabonais et de les préparer. Donc, en relation avec la Fédération française de handball et un collaborateur français, nous avons fait le choix de Jacques Richardson et de son adjoint Pablo Moret pour encadrer les Gabonais. L'émission, c'est déjà l'obligation de passer le premier tour de la CAN. C'est le minimum. C'est le minimum que nous avons demandé. Maintenant, l'appétit venant en mangeant, le sélectionneur national lui-même il a déjà des ambitions. J'espère que ces ambitions va pouvoir les contaminer à nos joueurs pour leur donner la volonté d'aller plus loin. Mais pour le palais des sports, nous avons déjà la société, la judiciaire qui va pouvoir construire le palais des sports. C'est la même société chinoise qui a construit le stade de Port-Gentil, qui a accepté ce challenge parce qu'il y a un problème de délai. Si vous passez du côté du stade Omnisport, vous verrez que le terrain a déjà été déblayé, c'est-à-dire les Chinois sont déjà dessus. C'est le terrain à côté du stade annexe, là où il y avait beaucoup de conteneurs. Il faut d'abord regarder parce que le stade Omnisport, il y a un grand projet stade Omnisport, c'est le complexe Omnisport. Donc nous avons juste décidé de faire le palais des sports là où le palais des sports devrait être, dans le grand schéma du complexe Omnisport. Normalement, c'est ce mois qu'ils vont commencer à mettre les premières pierres, puisque entre-temps, depuis janvier, ils étaient en train de faire les forages,
tout ce qui est technique autour de la mise en place d'un palais des sports, et en entendant aussi que le côté administratif travaille, c'est-à-dire les signatures de conventions et autres documents qui vont avec. Donc logiquement, ce mois d'avril, on pourrait commencer à voir le chantier, enfin les employés sur le chantier. Après leur première sortie le 12 janvier dernier, la Gaspro a renoué avec ses différentes activités sportives qui ont réuni les amoureux du sport. C'était au plateau sportif de l'Ikwala, Mosconi Ngonomba. Ils étaient près de 200 jeunes à participer au programme d'activité de la Gaspro au plateau sportif de la SNIL Ikwala. Les élèves du complexe scolaire Jeanne d'Arc ont pu pratiquer certaines disciplines sportives au grand bonheur du président de cette association. Nous sommes satisfaits, vraiment satisfaits d'avoir été non seulement compris par les parents et aussi par les apprenants. Et vraiment, la seule chose que nous demandons, c'est à ces parents de pouvoir ne pas rompre le contact qu'ils ont mis avec nous, parce que nous allons faire de leurs enfants les meilleurs sportifs. C'est à eux de nous suivre et en fait, tous ensemble, nous pensions de leurs enfants les meilleurs sportifs. Initié pour détecter de nouveaux talents de demain, le président Simplice Morgan souhaite l'apport du ministère des Sports pour mieux poursuivre leurs activités. Non, année 2017, ce n'est pas la première, c'est la seconde animation. La première, nous l'avons fait le 12 janvier. Là, nous la faisons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu trop d'écart. C'est parce que, comme d'habitude, nous le faisons avec nos moyens de bord. Et nous essayons de voir vraiment, attendre vraiment seulement de la tutelle, qu'il fasse quelque chose pour pouvoir nous donner la possibilité de mieux nous exploiter. Des activités qui contribuent à l'épanouissement des jeunes en milieu scolaire au regard de l'engouement observé durant ces épreuves sportives. Au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017, l'association gabonaise de la presse sportive indépendante a organisé une assemblée générale extraordinaire à son siège. Objectif, fixer le cap sur les prochaines échéances. Le reportage de Yasser Nicolandong. La GEPSI, l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, a organisé une assemblée générale extraordinaire à son siège, 6 en Kembo, dans le 2e arrondissement de Libreville. Il était question pour le bureau de réunir ses membres afin de voter la validation de l'affiliation à l'association de la presse sportive internationale, ainsi que sur les différents défis à relever sur le plan national. Ici, la vice-présidente et membre de cette association s'est prêtée à nos micros. Alors l'ordre du jour portait essentiellement sur la révision de l'article 5 de notre code. Alors il était question pour nous de revoir la durée du mandat du bureau qui désormais devrait passer de 2 ans à 4 ans parce que nous devrions nous arrimer à l'association internationale de sport dans l'AIPS. On quitte de 2 ans à 4 ans. Alors il était question pour nous de convoquer cette assemblée générale extraordinaire afin de réunir les membres de l'association pour valider si oui ou non nous devrons nous arrimer tout simplement à la durée de 4 ans, donc au mandat olympique. Ce qui a été fait aujourd'hui, tous les membres étaient d'accord d'adhérer tout simplement à l'AIPS. Il est également question pour nous d'informer nos membres que désormais nous devons aller sur le terrain, plus travailler, allant au contact des présidents des fédérations, aux présidents des ligues si possible, et surtout faire une tournée dans les différentes rédactions sportives pour voir quels sont ceux-là qui travaillent uniquement pour le sport afin de redorer notre formation. Aussi, la vice-présidente a tenu à énumérer les avantages que pourrait bénéficier la GEPSI en s'associant aux confrères de l'international afin de travailler dans les conditions idéales. La carte du Gabon, certes, ne produit aucun avantage, mais la carte internationale produit des avantages. Il n'y aura pas de conflit de cartes? Non, il n'y aura pas de conflit de cartes parce que en s'affiliant à l'AIPS, nous avons cette opportunité de couvrir tous les événements internationaux, si seulement si nous le désirons. Alors qu'ici, ce n'est pas facile pour nous d'avoir, par exemple, des accréditations pour les presses sportives privées. Or qu'avec cette carte internationale de l'AIPS, nous pourrons désormais couvrir les différents événements sportifs, d'où l'avantage pour nous de nous affilier. En concluant ses propos, le président de la dite association a tenu à rassurer les uns aux autres du bien fondé de cette association et que tous les membres doivent être habités par un esprit associatif.
Et puis, on ne se quitte pas sans cette question qui cadre avec l'histoire de notre pays. Question qui vous a été posée en expression libre par John Hilaire Bouya. Que vous rappelle la date du 12 avril 2015 au Gabon? Alors, que vous rappelle la date du 12 avril 2015? Le 12 avril 2015. Ça me rappelle la date du décès d'André Mbawobam. C'est une date mémoriale pour moi. J'ai perdu un homme de valeur, une autre personnalité de ce pays qui nous a montré les valeurs des Gabonais. Et je ne sais pas si nous aurions encore une personne comme lui, comme Mbawobam. Non, je n'ai aucune idée. Désolé. La date du 12 avril 2015. 12 avril 2015, aucune idée. 2015. C'est une date historique au Gabon. La date du 12 avril 2015 au Gabon. Si je me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, ça me rappelle peut-être la mort peut-être du président. Le jour de l'inhumation du grand patriote. 12 avril 2015. C'est la mort de Mbawobam, c'est ça? 12 avril 2015. Voilà, la date, donc le 12 avril 2015, nous rappelle tristement la date du décès d'André Mbawobam, ancien candidat à la présidentielle de 2009. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction réalisé par David Mitola. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité.